Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, fidèles au rendez-vous chaque année. 10e année, ce n'est pas une année tout à fait anodine, une année comme les autres. Ça fait 10 ans que le Forum européen de bioéthique et on est heureux de fêter cet anniversaire avec vous parce que c'est aussi un peu votre anniversaire puisque le Forum européen de bioéthique n'existerait pas sans la présence du public strasbourgeois et de la région Grand Est. Pour vous dire également que comme chaque année, l'ensemble des conférences et des tables rondes vont être retransmises en direct, mais également que pour la première fois cette année, l'ensemble des conférences seront également accessibles aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la mise en place d'un système de sous-titres en live, aussi bien dans la salle que sur Internet. La bioéthique, c'est l'affaire de tous. Et cela, à Strasbourg, nous l'avons bien compris. Sous l'impulsion d'Israël Nizan et avec l'aide des collectivités, pendant 10 ans, nous avons discuté sur la place publique, c'est pour ça qu'on appelle ça là le forum, sans tabou, avec les plus éminents invités, de tous les sujets qui agitaient et qui agitent encore nos neurones. Ce qui pouvait faire paraître de la science-fiction il y a peut-être encore 10 ans, est bien devenu notre merveilleuse ou notre triste réalité. Nous sommes un peu comme les passagers d'une locomotive qui fonce à toute vitesse et par la fenêtre, le paysage technique, le paysage social défile tellement rapidement qu'il est presque impossible de le suivre des yeux. Jamais dans l'histoire de l'homme, les changements n'ont été aussi brusques. On a décortiqué l'être humain comme on le fait d'un jouet en Lego. On l'observe à la loupe, au microscope, on le répare, on l'améliore et on change sa nature. La famille, les relations hommes-femmes, tout ce qu'on pensait être un modèle d'immuabilité, finalement éclate en 1000 morceaux et semble se rassembler à présent dans des formes nouvelles auxquelles nous devons nous adapter. Mais quand prenons-nous le temps d'admirer le paysage qui défile ? L'intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner la médecine, mais pas seulement. Le travail et l'économie peut-être d'une manière plus profonde encore que ne l'a fait l'industrialisation. On décortique également la matière, l'énergie, l'univers, dans ses plus fondamentales briques, et cela aussi révolutionne la médecine et notre quotidien. Et puis finalement, à force d'agir sur tout ce qui nous entoure et sur notre propre nature, presque inéluctablement, on en arrive à détraquer notre nature, la biodiversité, à laquelle pourtant nous appartenons. Alors parfois on a l'impression, à tort ou à raison, on sera amené à en discuter, que cette locomotive, elle se dirige contre un mur. Et cela nous terrifie, comme nous sommes terrifiés de tout ce qui pourrait changer ou de tout ce qui pourrait advenir. Alors pendant 10 ans, nous avons tenté d'admirer le paysage, d'en dessiner les contours et d'apprécier peut-être les grandes trajectoires. Nous avons parlé de fin de vie, mais également de début de vie, de l'économie de la santé, du transhumanisme, de la reproduction du corps et de ses produits. Cette année, en écho aux 10 années qui se sont écoulées, nous allons regarder ensemble, tous ensemble, vers l'horizon et tenter d'appréhender les questions de bioéthique qui nous agiteront et qui constelleront notre chemin, un peu comme les gares qui jalonnent notre route. Cette année, nous tenons à remercier tout particulièrement la région Grand Est, la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, qui financent intégralement le Forum européen de bioéthique depuis le tout début de l'aventure. Nous remercions également tous les partenaires, dont nous parlerons peut-être tout au long de la semaine, qui nous soutiennent pour la plupart depuis 10 ans, et on l'espère, continueront de nous soutenir dans les 10 années à venir. Enfin, en cette année anniversaire, le Forum européen de bioéthique a été placé sous le haut patronage du président de la République, sous le patronage de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe et sous le patronage de la ministre de la Santé. Cela vient donc conforter la position d'événement référent en matière de bioéthique en France. Je vous propose maintenant, pendant quelques minutes, d'écouter les représentants des collectivités territoriales.
parce qu'on n'en parle pas assez. Et parce que, au-delà de ce forum, c'est un sujet qui passionne les Français, qui passionne aujourd'hui les gens que je rencontre. Donc en faire un moment précis, c'est essentiel. Mais avoir une forme d'acculturation aussi sur ces sujets essentiels, les sujets de la vie, les sujets de société, les sujets de vivre ensemble, je crois, c'est une démarche qui est absolument essentielle, fondamentale. Et parler de bioéthique, c'est aussi rendre plus proche aujourd'hui la science, des sujets qui n'appartiennent pas qu'aux chercheurs, qui n'appartiennent pas qu'aux médecins, qui n'appartiennent pas qu'au monde académique, mais qui appartiennent finalement à l'ensemble de la société. C'est ça la bioéthique, c'est de savoir partager des sujets d'avenir et de présent ensemble. Je ne suis pas devin, mais c'est à la fois une question essentielle, mais extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, la science, l'éthique, avance extrêmement rapidement. Et je pense qu'un des enjeux, ça va justement être de dominer le temps, de dominer aussi l'espace, aujourd'hui, de connaissances, et de le maîtriser parfaitement, d'accepter parfois d'être aussi en échec, et petit à petit de construire peut-être une nouvelle vision de cette éthique, peut-être une vision différente aujourd'hui aussi de la médecine en général. Avec l'intelligence artificielle, d'autres facteurs entrent en jeu. On sait que ça va être une médecine prédictive extrêmement puissante. Donc je pense que les enjeux vont être là. Soutenir le forum de bioéthique, c'est juste quelque chose de normal. Ça correspond déjà à mes valeurs humaines, à celles des élus, je crois, de cette collectivité, à cette volonté d'inscrire aussi une communauté d'habitants dans une réflexion globale et une réflexion à la fois scientifique, humaine, philosophique, parfois religieuse. Ces enjeux sont cruciaux, ce sont des enjeux d'équilibre. Et quand on représente une collectivité, on se doit d'être à ces rendez-vous. Il y a 10 ans, le professeur Nizan a été bien inspiré de choisir ce thème, qui n'était pas un thème évident, pas facile d'abord, mais il a connu un succès immédiat qui ne s'est jamais démenti. Succès tellement grand qu'on peut considérer qu'il a participé, contribué en tout cas, à ce qui fait la force d'un projet de loi qui est aujourd'hui en cours d'élaboration sur ces questions de première importance pour notre société. Les questions de la bioéthique relèvent évidemment de savoir ce que sera demain le corps humain et sa transformation éventuelle sous des formes diverses. Cette question est un problème majeur, je veux dire, dans notre société. Entre l'homme et le robot, je veux dire, il y a certainement des espaces qui vont se réduire, mais en tout état de cause, le problème éthique est posé d'une manière essentielle. L'intelligence artificielle, les connaissances, en même temps qu'elles nous apportent beaucoup de confort et de très grandes évolutions, doivent être observées aussi à l'aune de ce que nous sommes et des transformations que nous pouvons accepter ou non. C'est en cela que le forum est tout à fait passionnant, intéressant et utile. Je crois qu'une métropole comme la nôtre, qui a envie d'être, si je peux utiliser ce terme, une métropole augmentée, a besoin, dans le cadre de son soutien à la recherche et à l'environnement universitaire dans lequel nous sommes, mais aussi dans une société que l'on veut la plus humaine possible, Smart City et Human City, faire en sorte que sur ces questions, nous soyons au rendez-vous. Il vaut mieux que ce soit d'ailleurs de l'argent public peut-être que de l'argent privé, sur lequel il pourrait y avoir un soupçon d'intérêt. Et l'intérêt général, il est, pour celles et ceux qui se livrent à ce débat, d'évoquer l'ensemble des enjeux, les limites également, et de le faire sans qu'il n'y ait aucune pression, sans qu'il n'y ait aucun enjeu financier derrière. Sinon, évidemment, on court un risque majeur, et c'est en cela que le colloque s'appelle bioéthique, parce qu'il y a dedans le terme éthique. Et l'éthique, on le trouve quand on traite de l'intérêt général et de l'intérêt supérieur de notre société, et cela ne passe pas par des intérêts privilégiés ou privés. Je pense qu'il est important de parler de bioéthique aujourd'hui parce que nous sommes à la croisée des chemins. Alors on le dit souvent sur le plan politique, sur le plan social, d'autres plans, mais aussi sur le plan médical. Et peut-être surtout sur le plan médical.
il est important qu'on puisse avoir une réflexion philosophique et morale sur le progrès technique médical. On avance vite, mais il ne faut pas avancer à l'aveugle. Et donc, ce forum attire beaucoup de gens de toutes catégories, des experts, des médecins, des professeurs de médecine, et puis aussi le grand public. Et c'est très bien ainsi. Je crois qu'il faut continuer et qu'il y a encore beaucoup de choses à échanger dans les 10 prochaines années. Le Forum européen de la bioéthique se caractérise globalement par une écoute réciproque sur les questions éthiques que pose le progrès scientifique. Et j'ai toujours été frappé, à quelques exceptions près, lorsque quand même il y a eu des débats assez forts entre des positions antagonistes, j'ai été frappé par la capacité d'écoute des uns et des autres, le respect de l'autre. C'est tellement important tout cela qu'il faut pouvoir en parler sereinement et accepter la contradiction pour essayer d'avancer et avancer dans les bonnes directions et éviter les dérives qui sont évidemment toujours possibles dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai choisi de soutenir cet événement, parce qu'il m'a été suggéré par Israël Nizan et maintenant Aurélien Benoît-Lide. Ce sont des gens de qualité qui ont porté le Forum européen de la bioéthique et je crois qu'ils sont capables d'inventer encore bien d'autres choses dans la prochaine décade. Vous le savez, chaque année, on intronise le Forum européen de bioéthique par des prises de parole, seules face au public. Et pour commencer ce soir, je vous propose d'accueillir un membre du conseil scientifique du Forum européen de bioéthique, fidèle parmi les fidèles, présent depuis le tout début. J'ai nommé le professeur Grégoire Moutel, chef de service de médecine légale et de droit de santé, directeur de l'espace régional de réflexion éthique à l'université de Caen Normandie, qui va nous parler de la médecine et le soin de demain, vers quelle humanité. Mesdames et messieurs, cher Aurélien, cher Israël, j'aurais pu reprendre bien des mots qui sont passés dans les animations et prises de position précédentes, car je fais partie de ceux, en effet, c'est peut-être la raison de mon invitation de ce soir, qui suis depuis presque tout petit, j'ai envie de dire, fidèle de cet événement. Il faut que les Strasbourgeois en soient fiers, puisque je taris un secret des télécommunications. Je viens de recevoir un petit SMS de Jean-François Delfrécy et nous sommes tous les deux assez d'accord pour dire que vous aviez été pionnier dans ce qu'on appelait les états généraux, désormais, de la bioéthique, c'est-à-dire la nécessité d'un débat continu, apaisé, ça a été dit, constructif, mettant en balance le progrès, les cultures et les valeurs de chacun. Et je pense, et je ne suis pas le seul à le penser au plan national, que les 10 ans que l'on fête aujourd'hui ne sont pas pour rien dans l'avènement des espaces éthiques régionaux et de tous les débats qui peuvent avoir lieu en région désormais, sachant qu'en restant modeste, nous ne serons jamais aussi bons que vous et aussi exemplaires, mais il n'empêche que quand on sait qu'il y a une lumière à l'est, eh bien on est heureux d'être éclairé par elle. Alors, vous avez vu qu'il y a 2 interventions inaugurales. Je fais partie de ceux qui présentent une éthique que je qualifierais de pragmatique au sens d'éthique du quotidien, même si j'affectionne bien sûr les réflexions sur l'intelligence artificielle, sur les nouvelles technologies. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des questions simples qui méritent d'être posées. Aujourd'hui, on vous vante le progrès thérapeutique, les innovations, et de temps en temps, pour ceux qui, comme nous, lisons la littérature scientifique, on dit voilà un formidable progrès qui va permettre une prolongation de vie de 1 ou 2 mois. 1 ou 2 mois, ça paraît merveilleux et d'un autre côté, éminemment futile. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des débats dans la société pour savoir si ce 1 ou 2 mois de vie supplémentaire a du sens, n'a pas de sens, combien il coûte, et s'il ne coûte pas trop cher en regard d'autres investissements que la société aurait à faire, par exemple des soins d'accompagnement, des postes d'infirmières ou des postes d'aide-soignante.
Deuxième petit focus, il a été évoqué tout à l'heure, la santé connectée. Elle peut être ange ou démon, effectivement. Ange si elle accompagne le patient dans sa prise en charge thérapeutique, si elle améliore la qualité des soins. Démon dans l'idée qu'elle viendrait contrôler nos vies, réglementer les prises en charge financières, adapter le remboursement à la fidélité à un traitement et faire passer ainsi de la bienveillance à la surveillance. Et puis de l'autre côté, nous avons des débats qu'il faut poser, car notre société n'est pas une société apaisée, ce n'est pas la peine de se mentir. Nous sommes dans une société éminemment en crise, et de temps en temps, vous savez, on parle des territoires. Alors on a dit gentiment que j'étais normand, d'adoption certes, mais normand. Et puis il y a des territoires comme l'Orne. Pourquoi je rends hommage ce soir à nos amis de l'Orne? Car effectivement, nous sommes en France à un moment potentiel de rupture quant à l'égalité d'accès aux soins en fonction des territoires, qui se traduisent derrière à travers des inégalités de survie, des inégalités d'espérance de vie des citoyens, et on voit bien le débat, par exemple, actuellement, avec la question des retraites. Donc tout cela ressurgit et qui nous fait dire que cette vision idyllique d'une France où l'égalité était le paradigme républicain qui nous était apposé au fronton de nos bâtiments était peut-être aujourd'hui d'une grande fragilité, et il fallait en avoir conscience. Derrière, la question de la dépendance. Mon but n'a pas d'être invité qui plombe l'ambiance de ce soir, hein. On va essayer quand même de se mettre du baume au cœur, mais il n'empêche que la question de la dépendance nous tracasse tous, pour les aînés présents, pour les aînés que nous allons devenir, et incontestablement, là aussi, les incertitudes sont majeures. Et j'y rajouterai, même si je fais partie de ceux qui pensent que les hôpitaux français sont formidables et qu'il s'y passe des très belles choses, nous avons quand même, et on l'entend tous les jours dans les médias, un hôpital dit malade, où l'institution se cherche entre ses missions biotechno-scientifiques qu'il faut promouvoir et d'autre côté des missions d'ordre social autour de la précarité, de la vulnérabilité ou de la violence. Donc nous sommes à l'articulation peut-être d'un monde nouveau, ça a été dit, en tout cas de création nouvelle, d'un nouveau pacte social et de nouvelles réorganisations. Donc, vers quelle humanité allons-nous et quelle humanité souhaitons-nous? Finalement, je pourrais la traduire du point de vue du médecin que je suis, et ça a été dit aussi tout à l'heure, vers quel type de soins voulons-nous aller et quel type de soins pour la médecine? Ce sont des questions en apparence banales, mais majeures d'extrême actualité car elles nous touchent au cœur de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que nous souhaitons devenir, de ce que nous allons advenir. Et in fine, et je ne ferai pas de politique ce soir, c'est une question très politique, mais au sens noble du terme, de l'agora dans laquelle nous sommes ce soir. Il y a donc derrière ces interrogations et ces questions l'idée selon laquelle une éthique collective est nécessaire, à l'instar d'approches telles que celles prônées par Jürgen Habermas, qui nous invite à une éthique de la discussion. Ça a été dit par monsieur le maire, ça a été dit par les élus. Je suis heureux que ce soit dit parce qu'on rentre désormais dans cette volonté de partage aussi entre ceux qui décident et ceux qui sont les acteurs du quotidien, les soignants, et ceux qui bénéficient du système, les patients. Les questions induites dans la pratique médicale aujourd'hui sont incontestablement éminemment modernes, on va le voir durant toute cette semaine à travers les outils technologiques, mais éminemment également anciennes au sens noble et hippocratique du terme, puisque l'accompagnement et le prendre soin de l'autre dans la miséricorde et dans la souffrance sont aussi des questions qui demeurent d'actualité. Et aujourd'hui, chaque décision dans un établissement de santé relève d'un arbitrage entre des données scientifiques, des données médicales, mais aussi les droits des personnes, les désirs individuels, les valeurs et les normes collectives, mais aussi les contraintes économiques qui guident notre société. La démarche éthique à laquelle nous vous invitons, je pense, toute cette semaine et depuis très longtemps pour ceux qui se consacrent à ce domaine, vise à interroger, finalement, face à chaque situation, à chaque soi, la façon dont les différents scénarios vont pouvoir interférer les uns avec les autres, et nous sommes rentrés dans une éthique de la complexité. À travers la démarche éthique, il impose, au lieu d'imposer aux autres, d'avoir une attitude assez ouverte, assez différente, c'est-à-dire de douter, de réinterroger. Max Weber, au XIXe siècle, nous rappelait un impératif qui me semble, à titre personnel, assez important dans le champ de l'éthique et du débat public, d'abandonner nos éthiques de conviction. Ce qui ne veut pas dire que l'on abandonne ses convictions, mais que l'on abandonne une éthique de conviction dans le rapport aux autres et dans la discussion. Et c'est ainsi qu'on pourrait souhaiter, pour ces 10 ans, que nous allions vers une éthique de responsabilité qui vise à se poser la question suivante. Est-ce que les penseurs du passé sont réellement suffisamment à l'œuvre
dans nos sociétés pour répondre aux questions de demain. Être à l'œuvre veut dire potentiellement dépasser, ce qui est un vrai sujet d'ordre philosophique, car on a toujours tendance à faire parler dans nos cours, dans nos conférences, des références qui peuvent sembler aujourd'hui éminemment obsolètes. Hans Jonas, autre philosophe, et je m'excuse pour les philosophes de la salle, parce que vous savez que le médecin est un peu philosophe et que le philosophe est un peu médecin, mais Hans Jonas nous intéresse éminemment de ce point de vue-là. Il me semble que c'est une modernité de grande acuité ce soir, puisqu'il nous dit quid des générations futures. Aurélien, dans ses propos, a évoqué le climat. Je vous ai évoqué les retraites. Qui eût dit il y a 10 ans que dans un forum européen de bioéthique, nous interrogions des questions environnementales ou des questions sociétales? Vous voyez bien que l'écart par rapport à la puissance technologique est en train de nous rattraper. Nous revenons au pragmatisme d'une humanité vécue. Compte tenu de ces nombreux bouleversements qu'induit la médecine sur le cours de nos vies, sur l'organisation de la société, la qualité de vie, l'avenir de la personne, le handicap, la mort, la souffrance, la procréation, le dépistage et la prédiction, la question d'un biopouvoir sur les individus avait été posée il y a déjà longtemps, dès la fin du XIXe siècle. Parmi les interrogations pour le monde de demain, demeure, à travers toutes ces questions, une question fondamentale, celle de la justice. Le principe de la justice découle incontestablement d'un idéal collectif. Si dans cette salle, je vous interroge sur « voulez-vous une société juste ?», chacun va me répondre « oui ». La question est quel est ce « oui » et quelle est cette justice, et avons-nous une conception partagée de cette justice ? Dans notre société, dans le cadre de la santé, on entend classiquement cette justice à travers des thèmes illustrant la non-discrimination, l'universalité et l'accès aux soins pour tous, la solidarité. C'est donc un concept large, évolutif et plaisant. Il recoupe incontestablement une dimension morale forte autour de la respect de la personne. Mais derrière ces mots, dont notre société se gargarise, il y a des gens qui meurent sur nos trottoirs, en Méditerranée et bien ailleurs dans le monde. Le concept de justice pourrait être affiché sans être effectif. C'est une de nos peurs, à tous archaïque, mais aujourd'hui assez moderne. Il est aussi le lieu de nombreuses interrogations éthiques, car il peut être jugé par certains une chose légitime et par d'autres comme illégitime. Il est bien classique que dans notre pays, c'est toujours l'autre qui a tort, l'autre qui coûte cher, l'autre qui dépense, l'autre qui a des actes irresponsables, mais jamais soi-même. Ce sera incontestablement le lieu de nombreux débats dans les années à venir. Jusqu'où sera-t-il juste de permettre ou de limiter l'accès aux soins pour certains ? Que fera-t-on des soins et traitements onéreux pour des populations jugées défavorisées, précaires, vulnérables ou trop âgées ? Qui décidera ? Jusqu'où sera-t-il juste de répondre à toutes les demandes faisant appel à la solidarité nationale ? La nature de l'acte juste est donc un choix avant tout démocratique. Mais l'on voit bien qu'à travers cette logique de choix peut se dessiner devant nous une société qui aurait demain à développer une réflexion sur la critériologie des individus. Classer les individus en fonction de leur utilité sociale, de leurs valeurs, et tous ces mots font éminemment peur, mais il faut poser cette question car elle est sous-jacente à toute l'évolution de notre société et de notre système de santé. Ainsi, la notion de justice pourra demain évoluer vers réellement la volonté de lutter contre les inégalités ou alors dans un monde qui confinera à leur renforcement. Nous évoquions tout à l'heure les philosophes et Hans Jonas, de ce point de vue, revendiquait une responsabilité à l'égard des plus fragiles. Je pense à titre personnel qu'il est urgent de rappeler cet impératif des plus fragiles, car il existe aujourd'hui dans notre société un risque d'abandon de ceux qui sont en perte d'autonomie. Il s'agit de souligner qu'au-delà des formidables progrès technologiques de la biomédecine, il ne faut pas oublier ni gommer la vulnérabilité de sa vie dans toutes ses manifestations les plus ordinaires, à savoir le vieillissement, le handicap, l'exclusion, la souffrance et l'affrontement de la mort. La médecine de demain ne pourra donc pas être uniquement technologique et prouesse technique. Les aspects anthropologiques de la solitude sont réels et rien n'est moins certain que de penser que des robots pourront la compenser. Comme le soulignait Lévinas, on ne peut laisser l'autre homme mourir seul. La mort, le handicap, la dépendance ne laissent personne indifférent, car ils sont le reflet d'une étrange inquiétude, d'une étrange solitude,
et le reflet de nos peurs, certes archaïques, mais je le disais aussi, bien réelles au quotidien. Il nous interpelle à notre nature d'être humain, mais aussi quant à la nature de ce que nous devons faire et mettre en œuvre pour les plus faibles. Ainsi, la place de l'interhumain doit être toujours posée. L'interhumain est un mot que l'on retrouve beaucoup dans la littérature bioéthique. Il faut l'entendre au sens de la relation humaine, de la relation interhumaine. Elle est en effet le support de la cohésion sociale et de la dignité des personnes. Je vous rappelle que nous avions un feu président de la République qui avait parlé de fracture sociale, et cette fracture sociale était bien autour de ça, la perte d'une cohésion et de la dignité de certaines personnes. Et cette affirmation de sauver la cohésion sociale, belle sur le papier, pourrait être ingurgitée telle qu'elle et nous satisfaire. Cependant, elle doit surtout nous interpeller et renvoyer à la question du temps disponible pour l'autre. De quel temps celui qui souffre dispose-t-il pour les autres et de quel temps ceux qui accompagnent peuvent-ils donner à l'autre? Ce temps est important, car il est le passage qui permet de donner sens à la vie, le temps d'être pour autrui, d'entendre l'autre, de prendre en charge sa vulnérabilité et, pour le dire avec les mots d'Emmanuel Lévinas, d'écouter et de l'entendre avec miséricorde. Cette question de la cohésion et de la dignité renvoie aussi à la question politique de la place faite à cet humain dans la gestion de notre société, tant au plan de la cellule familiale, des proches, qu'au niveau de nos organisations médicales et médico-sociales, et plus généralement dans notre système de santé économique et dans la cité. C'est là une question essentielle, relayée aujourd'hui d'une part par les soignants, mais aussi par des proches, des patients, des associations d'usagers, faire que la relation et la présence à l'autre soient défendues et faire que l'ouverture relationnelle au monde persiste comme une valeur du soin. Cette valeur du soin permettant le respect des désirs de chacun, et ici, la philosophie du soin et l'éthique croisent douloureusement la logique de gestion à l'œuvre dans notre société, dès lors que la présence humaine ne serait plus assez valorisée. C'est donc bien, selon moi, d'un choix de civilisation dont nous parlons. Il y a donc un combat de société, de valeurs à continuer à mener, mais des éléments forts font espérer. Les valeurs éthiques du soin évoluent, et s'occuper des états de vulnérabilité devient une des dimensions de la pratique clinique, non seulement défendue, mais recherchée par de nombreux professionnels. Le but n'étant plus uniquement de prendre soin en visant la guérison, mais de prendre soin uniquement pour l'accompagnement. C'est un élément conceptuel de la démarche médicale intégrant une forte dimension médico-sociale. L'accès aux soins deviendrait donc un accès à un droit à la relation, à un droit à l'accompagnement et un droit à la compréhension. Vu sous cet angle, la défense des droits des patients constitue une nouvelle dimension de la construction et de la défense des solidarités à venir. Arrêtons-nous, dans ce contexte, sur la conception assez spécifique du principe de bienfaisance porté par les professionnels du soin. Ils rappellent en effet la notion d'advocacy. Cette notion d'advocacy, décrite par Helvig, réside dans la nécessité d'assurer à tout moment la défense de la personne dont on prend soin. Cette notion est apparue dans la pratique du soin comme le fait que le soignant ou le référent social du patient puisse être le dernier défenseur du patient dans la société, en particulier en absence de proches et d'aidants, ou bien quand ces derniers sont en situation d'épuisement. Les soignants conçoivent alors leur rôle comme étant étayé et visant à obtenir le maximum pour la personne. Il y a un positionnement fort, surtout dans des situations où des contraintes collectives iraient à l'encontre des besoins fondamentaux des patients. On retrouve cette dimension dans certaines recommandations internationales, en particulier celle de la commission des case managers. Les case managers sont les personnes qui accompagnent le plan Alzheimer dans la société nord-américaine. Et dans ses écrits, lors d'un acte de Chicago 3, ceci se traduit par des attitudes visant à promouvoir le soin, comme le fait de décrypter les désirs, ou de faire émerger les besoins de la personne, ou d'agir en fonction de leur histoire de vie passée et uniquement en prenant compte les aspirations et des faits réels dans la narration de l'histoire de vie des patients. Ces formulations et ces désirs ne sont pas sans rappeler les écrits de la philosophe américaine Agnieszka Jaworska, qui souligne l'impératif de rechercher et de promouvoir l'autonomisation des personnes malades pour qu'elles gardent réellement leur choix
et un mode de vie concernant leur histoire, leur vie, leur famille, leurs aspirations à la musique, leurs loisirs, et non, dit-elle, et l'acte est violent, de les mettre dans des cases où l'on considérait qu'il ne faut que les nourrir et les laver. Ainsi, l'acte de relation du soin doit permettre une intrusion douce dans la vie et l'histoire du patient, permettant de maintenir son histoire et son lien social. Il faut avoir conscience que les choix que l'on évoque ont des impératifs éthiques, mais ont des conséquences organisationnelles et des choix de société lourds. Effectivement, nous l'évoquons depuis le début de ces propos, la contrainte organisationnelle, économique prime. Faut-il donc repenser le nouveau cadre social et le nouveau pacte de solidarité dans lequel nous vivons ? Faut-il savoir abandonner certains acquis pour en construire de nouveaux plus essentiels ? C'est incontestablement une question moderne qu'il faut avoir le courage de poser. La question de la dépense inutile pourrait être repensée au profit de la dépense utile. L'utilité n'est pas forcément la futilité, l'utilité est réellement le cadre du pacte social qu'il nous faut penser. Il faut avoir conscience aussi que dans les choix de protection et de suppléance que l'on souhaiterait attribuer aux plus faibles, nous l'avons vu, la technologie pourrait venir à notre secours. Pourquoi pas ? Une technologie qui alors elle-même devrait être repensée avec des règles et des valeurs. Puisqu'en effet, si la technologie, nous l'avons dit tout à l'heure, est dans la dimension de la bienveillance, elle peut être aussi dans celle de la surveillance. Et donc, de quel droit va s'emparer la technologie ? La technologie peut s'emparer, d'un côté, du droit à l'hygiène, du droit à l'alimentation. Elle peut aller un peu plus loin. Elle peut s'emparer du droit à la culture, au savoir, au travail. Mais vous voyez que déjà, l'on étend le champ de l'empathie que l'on souhaite développer auprès d'une personne. Mais aussi, la technologie doit prendre en compte la liberté d'agir, parfois d'être seul, de préserver ses moments et les actions de l'intime. Quid de la sexualité de chacun dans un établissement pour personnes âgées dépendantes et quid de la sexualité dans un système vidéosurveillé. Mais aussi le droit de prendre des risques. A-t-on le droit de prendre des risques ? Par essence, quand on est humain, la réponse est oui, nous prenons tous des risques, c'est le sens même de notre approche existentielle. La surveillance à outrance peut tuer cette dynamique de prise de risque, donc tuer l'individu, donc tuer sa liberté d'être. Ainsi, les droits fondamentaux d'une personne ne sont pas uniquement ce que les autres et la société définiraient pour lui, mais avant tout ce qui intègre toutes les préférences singulières et la nature même de l'existence. La question de la limite de l'aide à apporter et sa juste place sera donc et est déjà une question d'ordre éthique fondamental, tant au niveau individuel que sociétal. Ce sera pour demain une question majeure, d'une part pour mettre en œuvre une présence de personnes accompagnant le sujet vulnérable, mais aussi d'autre part pour débattre de la nature d'assistance technologique visant à accompagner nos fragilités. Si par exemple, la conception que l'on a de l'aide ou de la suppléance reposait uniquement sur des principes de mise en sécurité et de précaution, alors les choix organisationnels qui en découleraient pourraient mettre en question le respect des aspirations essentielles de la personne, voire leur liberté. Je fais à titre personnel partie de ceux qui pensent que l'enfermement de certaines personnes âgées dans les établissements de santé français devrait être débattu et que la loi du 4 mars 2002 est une loi obsolète puisqu'elle ne parle pas de cette question fondamentale qui est l'enfermement, soi-disant pour protection. Et je ne suis pas angélique, ma discipline me fait dire que oui, il faut protéger, mais la question du comment et de qui arbitre ces choix est démocratiquement à poser. Au nom d'une bienfaisance apparente, le risque serait alors d'induire une démarche répondant à des logiques standards, visant à protéger les institutions plutôt que les citoyens, à répondre aux attentes des proches plutôt que des patients, ou de certains professionnels, mais non forcément aux besoins fondamentaux de la personne concernée au premier plan. Cette conception d'une bienfaisance décrétée pour autrui et par autrui a déjà imprégné un peu notre société. La relation entre patients et médecins pendant plusieurs décennies du XIXe siècle jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle était dite paternaliste. Jusque dans les années 1970, cette démarche s'est concrétisée dans un paternalisme médical fort, puis institutionnel, par exemple en psychiatrie. Selon la définition de Niels Stum, le paternalisme consistait alors à traiter autrui conformément à ce qu'on estime être le bien pour lui, en subordonnant rarement ce bien, les préférences éventuelles exprimées ou non par cet autrui. Cette attitude peut être définie comme
la croyance selon laquelle il peut être juste de régir la vie des autres pour leur propre bien. Il pourrait y avoir, selon moi, demain, un risque de paternalisme non plus médical, mais de paternalisme technologique. Mettant en place des outils connectés, visant, soi-disant, à nous protéger, non pas en fonction de ce que nous souhaitons, mais en fonction de ce que la société ou les autres décident pour moi. Il faut dès lors, ici, préciser ce que l'on entend par autonomie. L'autonomie ne doit pas être prise comme sa réduction, encore trop couramment utilisée, à une conception des capacités organicistes, à la mobilité, à l'alimentation ou à l'hygiène. En effet, le débat tel que je vous le propose de société fait aujourd'hui ressurgir une dimension beaucoup plus large de l'autonomie, directement rattachée à l'habeas corpus, qui, dans sa forme définitive en 1679, visait à garantir la liberté individuelle contre les attitudes normatives et ou arbitraires. Dans cette conception, il convient d'entendre par respect d'autonomie une démarche qui vise à ne pas contrarier les libertés essentielles, les choix intimes, les aspirations et le libre destin des personnes. L'autonomie est donc conçue comme une autodétermination et il n'est pas certain que notre société ait un débat suffisant sur cette question. Ceci rejoint le risque des réponses normatives apportées par la société, je viens de vous le dire. Mais là aussi, la clinique doit s'en mêler, car tout handicap en apparence équivalent ne l'est pas, car tout individu est différent d'un autre. Ceci s'accole au débat sur les standards d'expertise et d'évaluation, certes nécessaires, mais dont il faut savoir parfois, en second niveau d'expertise, se dégager pour redonner sens à une démarche réellement individualisée et à une prise en charge réellement individualisée. Tous ces éléments de réflexion soulignent l'importance de développer, à côté des compétences techniques du soin, les compétences en termes de relation à l'autre, de réelle compréhension des aspirations de la personne soignée ou accompagnée, au même titre que les compétences techniques et médicamenteuses. Le progrès de la science et biotechnologie procure des avancées incontestables et heureuses en médecine. Cependant, il faut prendre garde de ne pas laisser le paradigme de la médecine, fondé sur un acte social et de relations, être occulté par l'imaginaire des technosciences. Ainsi, la médecine ne peut pas apparaître uniquement comme un moyen de recomposer un corps dont la représentation serait mécanique de type homme-machine, faisant primer le corps sur l'esprit, mais comme une pratique sociale qui prend en compte l'humanité même de chacun, incarnée dans une attitude de respect. Chaque personne, dans ses capacités identitaires, doit toujours pouvoir être considérée comme unique. Alors, la question des moyens collectifs que j'évoquais tout à l'heure à mettre en œuvre dans la dimension interhumaine du soin devient une question conséquentielle fondée. Elle est d'une éminente actualité. Les acteurs médicaux et sociaux doivent recevoir des messages plus clairs de leurs autorités en ce sens, au-delà des messages, aussi des actes. Peut-on dès lors penser la société sous la domination de règles de gestion, le référentiel choisi n'étant trop souvent qu'économique? Le cas échéant, derrière l'abandon des populations les plus vulnérables, amenant à la désocialisation, une déshumanisation nous guette. La réflexion éthique n'est plus alors théorique. Elle découvre son lieu d'expression dans la vie quotidienne et fonde une vision, selon moi, humaine de la santé publique. Je vous remercie. Merci infiniment, Grégoire Moutel, pour cet exposé, de nous rappeler, de recentrer le débat sur l'humanité, sur l'humanisme, et pas seulement sur les technologies et tout ce qui peut entourer aujourd'hui la médecine, voire parfois même prendre le pas, et bien entendu, axer cette vision des choses sur les personnes les plus fragiles. Maintenant, j'ai l'honneur de convier le professeur Israël Nizan, président du Forum européen de bioéthique, avec cette fois-ci un titre qui pourrait faire l'objet d'un roman peut-être, ou d'un livre en tout cas, c'est « Quel est ce diable qui nous pousse à l'intempérance ?»
Joie aiguë de vous retrouver tous pour cette 10e édition du Forum européen de bioéthique. Dans nos rêves les plus fous, personne ne pensait lors de la première édition que cette aventure continuerait avec cette passion et cette qualité. On nous parle de la fin du monde alors qu'on se préoccupe de la fin du mois. 1500 jets privés se posent près de Davos pour débattre du changement climatique. Notre cerveau, celui qui nous a permis de nous hisser au sommet de la création, comme nous aimons à le répéter, s'est façonné et s'est construit sur près de 500 millions d'années. Il nous a fait triompher de prédateurs bien plus puissants que nous. Il nous a conduits à pouvoir écarter la plupart des fléaux auxquels nous étions exposés depuis des temps immémoriaux. Nos cerveaux se sont donc montrés bien plus efficaces que ceux des autres animaux, jusqu'ici. Cette évolution de notre cerveau est le fruit d'une sélection lente et patiente qui a valorisé notre capacité à survivre dans l'immédiat. N'eussent-ils été aussi efficaces pour ce faire que nous ne serions plus là pour en débattre. L'évolution qui nous a conduits où nous sommes a privilégié 4 items. L'alimentation, la reproduction, l'acquisition de pouvoir dans un déploiement d'efforts minimum et la constitution d'informations sur notre environnement. Ces caractéristiques fondamentales sont communes à tous les êtres vivants qui peuplent la planète depuis un demi-milliard d'années. À la base de notre cerveau, dans sa partie la plus ancienne, se situe une structure de 40 grammes à l'aspect strié, ce qui lui a valu le nom de striatum. Cet organe fonctionne de manière assez autonome. Lorsque son programme est couronné de succès, il libère une molécule appelée dopamine qui procure un sentiment de plaisir en même temps qu'elle renforce les circuits neuronaux qui viennent d'intervenir dans ce succès. Ceci accroît la probabilité de succès ultérieur et quand il s'agit de nourriture, améliore les chances de survie. Avoir un bon striatum, c'est vivre mieux et plus longtemps, car cette structure se renforce elle-même au fil du temps, une sorte d'auto-apprentissage. Les neurones du striatum, qui transmettent de la dopamine et du plaisir en réponse à un comportement de survie, sont le moteur de l'action des poissons, des reptiles, oiseaux et mammifères. Ce mécanisme est donc commun à l'ensemble des animaux. Au-dessus de ce striatum, tous les mammifères possèdent un cortex dont l'épaisseur est corrélée à l'intelligence et à l'organisation sociale de l'espèce. Celui de l'espèce humaine est si important qu'il a dû se plisser pour tenir dans l'espace exigu de la boîte crânienne et lui permet d'entretenir un nombre élevé de contacts sociaux. Le cortex a été le coup de maître de l'évolution. Il a permis d'adopter des comportements de plus en plus complexes, de coopérer en groupes de dizaines d'individus pour se doter des meilleures chances de survie et de planifier à l'avance, mentalement, les actions à venir. Mais il est sous la main du striatum qui se comporte en despote discret mais efficace. Car sans lui, point de survie. Quand un comportement se traduit par de meilleures chances de survie ou de transmission des gènes, le striatum est inondé de dopamine et le comportement en question est renforcé. Les neurones du striatum tiennent sous leur contrôle le cortex, où siège la raison, l'esprit de planification, d'organisation, d'abstraction et de mémoire. Notre cerveau est doté de 100 milliards de neurones qui génèrent environ 1 million de milliards de connexions appelées synapses.
Il se trouve sous le contrôle discret du striatum qui poursuit les mêmes buts qu'il y a 10 millions d'années: nourriture, sexe, pouvoir, territoire et information pour la survie, tout en dépensant le moins d'énergie possible. Le cortex surpuissant de l'homme est désormais capable de procurer tout cela au striatum, et tout cela presque sans effort. Le striatum ne demande que cela. Il n'a pas de tempérance. Il n'est pas fait pour cela. Il n'a jamais été spécifié dans ses plans une quelconque limitation. Un gros défaut de fabrication de notre cerveau, comme le dit Sébastien Boller dans Le bug humain. Plongeons-nous un peu plus avant dans le fonctionnement du striatum. Les chasseurs du Paléolithique, lorsqu'ils capturaient une proie, passaient des jours entiers à manger. Ils s'installaient autour de la carcasse et essayaient d'ingurgiter la plus grande quantité possible de nourriture en un temps réduit, avant qu'elle ne se décompose. On appellerait cela aujourd'hui de la boulimie. Cette capacité à stocker de grandes quantités de calories a sans doute joué un rôle dans la survie de nos ancêtres dans un environnement où rien ne garantissait une autre proie dans les jours suivants. Ce comportement d'alimentation sans fin illustre le fonctionnement de notre cerveau. Le striatum est la partie du cerveau qui fait naître l'incitation. Si le cortex exécute le programme officiel de la survie, manger, copuler, explorer, conquérir, dominer, il recevra de la dopamine et du plaisir. Sans ces incitations, que deviendrions-nous ? Aurions-nous la force d'entreprendre ? Si on enlève du cerveau du rat les neurones à dopamine par génie génétique, les animaux se laissent mourir en quelques semaines. Ils ne cherchent plus de nourriture, n'explorent plus les endroits où ils pourraient en trouver. L'envie de vivre disparaît. Le même phénomène se poursuit chez les personnes dont le striatum a été endommagé accidentellement. Ces patients n'ont plus la capacité de désirer quoi que ce soit. Ils ont perdu leur capacité d'auto-activation. Sans le striatum, donc, nous n'existerions pas aujourd'hui. La sélection naturelle a sélectionné ceux qui avaient le striatum le plus puissant. Mange, copule, montre-toi plus important que les autres, intègre toutes les informations que tu peux et fais plus que les autres pour avoir le plus de chances de survie, sinon ce sont tes gènes qui seront submergés, pas ceux de tes concurrents. Ne te modère surtout pas, ne te limite en rien. Maintenant, de plus en plus de technologies pour assouvir nos besoins, nous sommes incapables de nous modérer dans leur utilisation. Le veau d'or de la croissance n'a aucune raison de renoncer à son principe fondamental, car c'est ce principe qui a prévalu dans le succès de notre espèce. Dans les 100 millions d'années d'évolution des mammifères, les gènes produisant des striatomes plus exigeants ont été transmis d'une génération à l'autre, car leurs propriétaires ont mieux survécu et ont été plus féconds que les autres. Nous sommes donc tous dotés d'un système de récompense très performant, et ceux qui n'ont pas possédé ces circuits ont disparu depuis longtemps. Jusqu'ici, ce n'était pas gênant. Mais désormais, les humains se sont dotés de moyens techniques tels qu'ils se révèlent capables de modifier en profondeur leur rapport à la nature. Surproduction, surconsommation, surpoids. On meurt plus sur Terre aujourd'hui de suralimentation que de dénutrition. 2 milliards d'individus de plus de 18 ans en surpoids, dont 650 millions d'obèses, soit 13% de la population mondiale, et ces chiffres ont triplé en 40 ans. Aux États-Unis, 33% d'obèses et 65% de personnes en surpoids. L'obésité est devenue la deuxième cause de mortalité en Europe après le tabac. Chaque année, 3 millions de personnes en meurent et le coût annuel pour les États-Unis est de 200 milliards de dollars. Notre cortex sait tout cela. Mais notre striatum n'est pas programmé pour se limiter. Les bonnes résolutions prises par notre cortex
ne font pas le poids, si j'ose dire, devant la pulsion archaïque du striatum. Notre cerveau est configuré pour en demander toujours plus, même quand ses besoins sont satisfaits. Ce réglage de la machine cerveau, pied au plancher, était indispensable pour nos ancêtres qui n'avaient pas accès aux frites et aux hamburgers. Celui qui mangeait le plus, dans les rares occasions où l'alimentation était disponible, avait l'avantage sur les autres, survivait mieux et se reproduisait mieux. Ses gènes se répandaient plus efficacement. Le comportement de goinfrerie ne pouvait que s'accentuer et s'inscrire dans nos gènes. Quand l'homme a été capable de produire sa propre nourriture quasiment sans limite, les gènes goinfres sont devenus nos pires ennemis. Quand on place une électrode dans le striatum du rat et qu'on lui donne la possibilité de l'activer, il le fait de plus en plus fréquemment jusqu'à atteindre un rythme frénétique. Il devient accro à cette stimulation, ne désire plus rien d'autre et cesse de manger et de boire. Ceci s'est confirmé chez l'homme au cours d'expériences réalisées pendant des interventions neurochirurgicales. La stimulation directe du système de la récompense donne des sensations d'orgasme prolongé, de satiété et de domination du reste du monde, un peu comme la coke. L'alimentation compulsive active également ce circuit avec une accoutumance nécessitant une augmentation des doses. La vue de vidéos pornographiques active également le striatum, ce qui se voit à l'IRM. Quand on stimule le striatum des rats, leurs performances sexuelles sont décuplées et on sait désormais que la fonction du striatum est autant de procurer du plaisir que de provoquer le désir. Les personnes dont le striatum s'active le plus à la vision de photos pornographiques sont celles qui ont le plus grand nombre de partenaires sexuels dans les mois suivants. De même, les individus pour qui la vue de plats appétissants provoque la plus forte réaction de ce même noyau ont un risque supérieur de devenir obèses ultérieurement. La nature récompense le désir. Celui qui veut le plus obtient le plus. Le plus puissant l'emporte. Les striatums les plus gourmands de sexe répandaient davantage leurs gènes que ceux qui n'éprouvaient qu'un désir modéré. Cette compétition sexuelle a sélectionné les systèmes de récompense les plus avides de sexe. La différence entre les hommes et les femmes est de ce point de vue intéressante. En effet, la multiplication des partenaires ne conduit pas chez les femmes à une augmentation des copies d'ADN. Il n'y a donc pas de prime à l'hypersexualité chez les femmes et donc pas de renforcement du striatum sexuel des femmes au fil des générations. Par contre, l'attirance pour les bébés qui maximise les chances de transmettre leurs gènes est davantage transmise à long terme, car les enfants ont plus de chances d'être mieux protégés. Ceci a été confirmé par les IRM de femmes à la vue de leur enfant. Cumulé sur des dizaines de milliers d'années, ceci a pu stabiliser les gènes, codant un comportement attentionné des mamans vis-à-vis des nouveau-nés. Ceci ne justifie en rien une répartition des rôles entre hommes et femmes, les femmes s'occupant de leurs enfants pendant que leurs compagnons hypersexués la trompent ailleurs. Mais il explique comment notre cerveau a été conformé depuis la nuit des temps avec des pressions de sélection différentes selon le sexe. Pourquoi notre striatum est-il incapable de se modérer ? Question importante dont va dépendre certains grands enjeux de notre société et de notre planète. En dehors de la nourriture et du sexe, aucune autre espèce que la nôtre n'a poussé aussi loin l'obsession de la domination et du statut social. Chasser en groupe, une des premières occupations de nos ancêtres, nécessitait des capacités de coordination et de planification à la portée de nos cerveaux communicants. Les meilleurs chasseurs étaient récompensés pour leurs exploits personnels, leurs talents
et leur capacité à coordonner l'action du groupe. Ces individus jouissaient donc de portions alimentaires plus importantes, de la déférence de leurs compagnons et de l'attention des femmes. Leur rang social se répercutait donc en termes de descendance. Les gènes de dominants passaient donc plus massivement à la génération suivante. On observe le même mécanisme dans les communautés de chimpanzés. Les mâles de haut rang ont une descendance plus nombreuse. L'ensemble du monde primate fait la part belle aux individus dominants. Il y a une conscience de la place de chacun, certains affirmés, d'autres effacés, certains agressifs, d'autres plus conciliants. Il y a donc chez les primates des hiérarchies et des échelles de domination. Au fil de l'évolution chez les hominidés, cette caractérisation des individus n'a fait que s'affiner. Et on peut dire que notre cerveau a un goût prononcé pour la hiérarchie et la comparaison sociale. La fascination pour les duels et les compétitions sportives en atteste d'ailleurs. Les êtres humains recherchent la victoire car elle leur confère une place dans la hiérarchie et de multiples avantages matériels, alimentaires, voire sexuels. Nous passons notre temps à nous comparer aux autres. Cette compétition sociale est ancrée dans nos gènes depuis des millénaires. Il y a un lien statistique entre les marqueurs de niveau social et le nombre de descendants d'un individu. L'envie de dominer constitue donc un avantage reproductif et se répand donc automatiquement. Nous sommes tous dotés de ces gènes qui poussent à rechercher un statut social important. Les révolutions agraires et politiques n'ont fait qu'accroître ce phénomène. Des chefs puissants et riches ont transmis leurs gènes comme jamais. Certains empereurs chinois avaient plus de 500 concubines. Les guerres ne faisaient que parfaire le phénomène. Le chef mongol Gengis Khan a engendré au cours de ses conquêtes 0,5% de la population mondiale par le biais de milliers de viols sur des femmes qui lui étaient réservées eu égard à son rang. Aujourd'hui, ses descendants seraient au nombre de 35 millions. L'intérêt pour le statut social n'a aucune chance de diminuer puisqu'il donne un avantage en termes de reproduction. Que l'on soit chasseur-cueilleur ou consommateur-pollueur, même combat. Plus un homme a un statut élevé, plus il a de chances d'avoir un grand nombre d'enfants, hommes puissants et riches, intouchables, réunis en club de mâles alpha au striatum gonflé de dopamine, au contraire des femmes où la corrélation est inverse. Plus leurs revenus sont élevés, moins elles ont d'enfants. Il existe une force profonde en nous qui nous pousse à vouloir disposer d'avantages que les autres n'ont pas. Nous subissons une décharge dans notre striatum lorsque nous recevons une somme d'argent qui s'avère supérieure à celle de notre voisin. Rassurez-vous, ça a été démontré également chez les singes. Ce fonctionnement neuronal est gravé dans le disque dur de notre cerveau. Il y a des neurones spécifiques à l'avant du striatum qui se chargent des comparaisons sociales et cela a été démontré chez le singe rhésus. Ils ne sont pas sensibles à la valeur intrinsèque de ce qui est reçu, mais uniquement à la comparaison de ce que reçoit l'autre. On a mis des singes rhésus l'un à côté de l'autre avec une pédale. Quand ils pressaient sur la pédale, il y avait des rondelles de concombre qui arrivaient. Tout allait bien. Mais quand on a mis des rondelles de banane à l'un des singes, l'autre s'est foutu en pétard. Il faut reconnaître que ce moteur d'ambition et de domination constitue une stimulation fantastique dans l'évolution du monde des humains. Sans elle, point de cathédrale, ni de symphonie du Nouveau Monde. Pour nous sentir dominants, nous sommes prêts à consentir beaucoup d'efforts, sans nous préoccuper de savoir si cela aura un impact négatif sur le monde dans lequel nous vivons. Notre situation d'hyperproduction et d'hyperconsommation résulte de la rencontre fatale entre des millions de cerveaux humains en attente de statut social et d'autre part un appareil industriel capable de fournir à chacun 3 ordinateurs et 2 voitures suréquipées qu'il faut changer tous les 3 ans, niveau social oblige. Le cerveau d'un primate plus la technologie d'un dieu égale mauvaise rencontre.
Depuis 500 millions d'années, notre striatum cherche à minimiser les dépenses d'énergie dans la recherche de subsistance. Un organisme qui doit consentir d'importantes dépenses d'énergie pour se nourrir est fragile et se trouve désavantagé. Ce qui compte pour le striatum, c'est le rapport entre l'effort fourni et le résultat obtenu. Notre striatum passe son temps à calculer ce rapport et applique efficacement la loi du moindre effort. Des volontaires installés dans une IRM, chargés de positionner des croix sur un écran le plus rapidement possible, reçoivent d'autant plus d'argent à la fin qu'ils ont été efficaces. Les neurones de ces deux parties du striatum s'activent quand le rapport bénéfice sur effort diminue, quand la récompense augmente pour un effort moindre. Certains neurones réagissent à la quantité d'argent proposée, d'autres à l'effort, et un troisième groupe de neurones évalue le rapport entre l'effort et la récompense. La décision finale dépend uniquement de l'activité de ce troisième groupe de neurones et non de celle des deux premiers groupes. La seule grandeur pertinente en termes de survie est bel et bien le rapport entre bénéfice et effort qui détermine la survie ou l'élimination. Ce principe simple régit nos décisions quotidiennes. Toute technologie qui ménage nos efforts est accueillie à bras ouverts. Et depuis quelques décennies, l'homme réalise son idéal neurologique. Il se fatigue de moins en moins. La technologie envahit tous les métiers. Il n'y aura bientôt plus de guichetiers dans les gares. Bien peu d'emplois seront à l'abri des algorithmes. Et un jour, tous les emplois seront occupés par des machines. Comment s'en étonner ? Notre striatum a travaillé pendant des millions d'années pour obtenir ce résultat-là. Malheureusement, après que notre striatum se soit constitué tel qu'il est, travailler est devenu nécessaire à l'individu pour avoir un rang social. Pendant longtemps, c'était le seul moyen d'avoir une place en vue dans la société. Or, la perception sociale est aussi importante pour le striatum que la loi du moindre effort. Le striatum est donc désormais soumis à une injonction contradictoire et vit sa première crise interne. Comment faire pour que les machines ne transforment pas progressivement nos sociétés en champs de ruines ? Une nouveauté a surgi depuis peu, les réseaux sociaux. Contrairement à la télévision, ils fabriquent du statut social virtuel, titillent dans notre cerveau la fibre importante de l'estime de soi par le regard que les autres portent sur vous. La vraie nouveauté des réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent la comparaison de tout le monde avec tout le monde, une comparaison sociale sans limite. On peut passer sa journée à se situer par rapport à des centaines de personnels, et le striatum raffole de cela. C'est lui le vrai client de Facebook et d'Instagram. Moins de likes qu'attendu, et le striatum s'éteint. C'est la déprime. Plus de likes qu'attendu, le striatum produit de violentes décharges de dopamine, un vrai shoot de bien-être. Tout part de ce principe interne d'approbation par le striatum, qui nous enjoint de faire face au jugement d'autrui, en quête de reconnaissance. Internet trouve le moyen de satisfaire deux besoins contradictoires, ne rien faire et se sentir important. Le succès des réseaux sociaux est fondé sur une vulnérabilité psychologique humaine. Les conversations de nos enfants et de nos collégiens sont largement centrées sur les questions de popularité, de ridicule, de prestige, d'habillement. Envie de se distinguer sans pour autant dévier du groupe. À cet âge, les injonctions du striatum sont spécialement puissantes, car les parties frontales du cerveau qui seraient aptes à les modérer ont encore un temps de retard. Pour les parents, la seule solution est de renforcer le cortex cérébral, seul à même de limiter la pagaille semée par le striatum en liberté avec ses envies impérieuses, ses sautes émotionnelles et cette prime aux impératifs primaires que sont le sexe, la nourriture, le statut social et la loi du moindre effort. Le dernier ressort de notre cerveau qui active également les circuits du plaisir est son appétence pour l'information, qui elle aussi aide à la survie. Tout cerveau
capable de repérer les signaux d'alimentation de sexe ou de danger favorise la survie. Et de fait, les gènes contribuant à façonner un cerveau attiré par l'information ont été sélectionnés de génération en génération et se sont répandus dans la population. Des neurones du striatum ont une propriété étonnante. Ils s'activent dès qu'ils sont en présence d'une information qui annonce une récompense, chien de Pavlov. Et pas seulement lorsque la récompense arrive. Le cerveau des primates est en quête perpétuelle d'informations, prêt à déceler dans l'environnement tout indice sur la nourriture, le sexe, le statut social et le moindre effort. L'apparition du langage n'a fait que démultiplier la richesse et la complexité de l'information. Mais en quelques millénaires, l'humanité est passée d'un environnement relativement pauvre en information à un milieu hyper enrichi en information, le monde moderne qui nous oblige en permanence à sélectionner les informations dans le flux intarissable qui remplit nos poches. On est passé brusquement, avec le même cerveau, d'une relative pauvreté en information du milieu ambiant à une véritable pléthore informationnelle. Et il se produit la même chose que pour le système alimentaire. Nous nous informons sans limite, car le striatum n'est pas fait pour se limiter. Nous sommes devenus des obèses informationnels, malgré les ravages causés à l'environnement par l'énorme dépense d'énergie que cela entraîne. En somme, l'être humain, dans notre monde industrialisé, a de forts risques d'être en surpoids, de se déplacer assez peu, de travailler de moins en moins, de se distraire à des jeux vidéo en ne quittant pas son siège, de se gaver d'informations et de pornographie en vérifiant toutes les 10 minutes si son image numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaite. Fort heureusement, les humains ne sont pas que cela. Amour, générosité, créativité, solidarité sont également présents. Mais le courant fédérateur de leurs activités est façonné par ces 5 grandes pulsions surgies de 40 grammes de matière cérébrale à la jonction de notre tronc cérébral et de notre cortex. Nourriture, sexe, effort minimal, statut social et information distraction sont les pôles qui aimantent toutes les activités individuelles et collectives. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nos moyens technologiques sont en mesure de les satisfaire en grande partie. Or, nous constatons que cela ne change rien. Notre cerveau ne semble pas pouvoir se réfréner lui-même. Si nous voulions agir pour autre chose que la satisfaction de nos 5 impératifs primaires, il faudrait inventer un moyen de museler le striatum par des efforts conscients de volonté et de raison. Les philosophes, les religieux et les courants spirituels s'y sont essayés en prônant la tempérance, la contrition et même la pénitence, sans effet. Ce n'est pas un livre sacré qui peut lutter contre un système neuronal forgé en 500 millions d'années de survie, de douleur et de plaisir. Nous sommes donc bel et bien dans une impasse. Aux nouvelles de ce jour, l'horizon du réchauffement climatique tourne désormais autour de 4 degrés à la fin du siècle, avec à la clé une élévation de 7 mètres du niveau des mers et des millions de kilomètres carrés submergés. Mais juste après cette nouvelle, la suivante concerne un contrat historique de vente d'Airbus. Incohérence de journaliste. Directeur de programme radio mal informé. La fonte des calottes glaciaires menace indéniablement notre équilibre écologique. On pourrait penser que l'humanité réagisse en préservant ses pôles. Mais non. Pour gagner en rendement, les immenses serveurs informatiques qui gèrent les bitcoins, vous savez, cette monnaie qui ne sert à rien, sont enfuis dans le sol gelé de l'Islande, alors que l'énergie dégagée équivaut à la production d'un pays comme la Hongrie. On enfouit nos radiateurs sous le cercle arctique pour tenir à jour toutes les 10 minutes une monnaie virtuelle. Nous savons tous que le climat s'emballe. Nous en connaissons tous les conséquences futures. Nous déplorons ouvertement cette catastrophe lente, tout en nous réjouissant de la dernière innovation informatique qui nous saturera un peu plus en gaz à effet de serre. N'y a-t-il pas un bug dans le cerveau humain ? Questionne sérieusement Sébastien Boller. Échec collectif ? Effondrement cognitif de masse ?
Cette contradiction relève d'une idéologie que personne ne parvient à remettre en cause, l'idéologie de la croissance. Même devant une catastrophe qui menace nos modes de vie, nous ne cessons de prôner la croissance. Il ne vient à l'idée de personne, sauf quelques rares altermondialistes, de remettre en question ce dogme de la croissance. Quoi qu'il arrive, le produit intérieur brut doit augmenter, le pouvoir d'achat et le niveau de vie aussi. Nous ne pouvons penser autrement car nous sommes limités par la configuration de notre cerveau. Notre structure mentale antédiluvienne, confrontée à un monde qui change trop vite, est littéralement dépassée. Nous sommes comme un troupeau de bisons, pas futés, qui court vers la falaise et le sait, ce qui n'est pas le cas des bisons. Notre cerveau a fait des merveilles pendant 500 millions d'années, mais il pourrait maintenant, à cause du fonctionnement particulier du striatum, tout faire exploser. Une découverte récente sur le striatum montre que ces neurones sont à la base du processus d'apprentissage. En effet, le système de récompense ne s'active que si nous recevons plus que ce que nous attendions. Les résultats anticipés ne procurent pas de plaisir. Seul un résultat supérieur aux prédictions est valorisé. Mon cerveau ne me récompense que si j'obtiens plus que la dernière fois. Tout comportement qui améliore le résultat final est donc sélectionné aux dépens de ceux qui ne font que reproduire les acquis précédents. Le striatum est donc une force d'optimisation et d'amélioration. Notre cerveau forme constamment des prédictions sur le résultat de chacune de nos actions, ce qui se traduit par une décharge anticipée des neurones à dopamine dès que nous entamons un acte pouvant déboucher sur une gratification. C'est en fonction de l'écart entre la prédiction et le résultat que le cerveau décide ou non de conserver un comportement. Si le résultat dépasse la prédiction, le comportement est fortement stabilisé. Si le résultat est inférieur à la prédiction, le comportement est éliminé. Si le résultat est conforme à la prédiction, une sensation de lassitude survient et l'on est prêt à prendre toute mesure aboutissant à un résultat supérieur. Le rôle de l'erreur est donc central et cette notion est utilisée dans les machines auto-apprenantes où l'erreur est réinjectée dans le réseau pour réduire l'écart à l'étape suivante de la computation. Le striatum humain fonctionne ainsi. Les résultats atteints sont des objectifs primaires et les neurones à dopamine réalisent dans chacune des situations que nous rencontrons des prédictions sur nos capacités à atteindre ces objectifs. L'écart entre ce que nous atteignons réellement et cette prédiction est converti en décharge de dopamine, positive si nous attendions un but supérieur, négative dans le cas contraire. Ce schéma de programmation a une conséquence dramatique. Nous ne parvenons à stimuler nos circuits du plaisir qu'en augmentant les doses. Ce processus n'a virtuellement pas de fin. L'accroissement de richesse, de nourriture ou de sexe n'engendre qu'un bien-être fugitif qui doit aussitôt être suivi d'un nouvel accroissement. La lassitude dans le couple est en partie redevable de ce mécanisme qui émousse le plaisir par sa prédictibilité. Année après année, les neurones du striatum apprennent à savoir exactement ce qui va se passer et la dopamine se tarit. La réaction programmée par le neurone dopaminergique est la recherche de nouveautés et de doses plus intenses. Dès qu'un nouveau partenaire sexuel est proposé, le striatum s'illumine à nouveau et la fougue renaît. La pornographie sur Internet peut entraîner une sorte de véritable boulimie. Le renouvellement incessant des vidéos visionnées provoque une augmentation rapide des doses. Le phénomène d'assuétude est flagrant avec des comportements compulsifs de consommation en boucle et de perte de libido. Il est très difficile d'enrayer la logique du toujours plus, car elle est au cœur de notre constitution neuronale. Les chaînes de fast-food qui constituent les agents de l'épidémie mondiale d'obésité prennent soin d'afficher des indices visuels sous forme de logos placardés sur tous les écrans qui sont destinés aux neurones de nos striatums. Sans que nous le sachions, notre cerveau forme, en les voyant, une prédiction de gratification, une dose combinée de graisse, sucre et sel. Et le résultat est conforme à la prédiction, donc pas de décharge de dopamine, sauf si on augmente les doses.
Même chose pour le statut social. Pour obtenir de la dopamine, il faut grimper les échelons hiérarchiques comme une grenouille sur une échelle. Si on n'y arrive pas, le plaisir s'affadit. Alors on cumule les mandats. Descendre dans la hiérarchie est tout simplement insupportable. On s'accroche au pouvoir et on est prêt à perpétrer des massacres pour éviter de chuter d'1 microgramme de dopamine dans les synapses cortico-striatales. L'avenir de l'humanité est entre les mains d'entreprises multinationales qui cherchent sans cesse à maximiser leurs profits et valident donc le penchant collectif du toujours plus, mais aussi entre les mains de politiques, ceux qui ont les striatomes les plus puissants, sans quoi ils ne seraient pas arrivés là, qui cherchent à augmenter leur pouvoir et relaient la doctrine de toujours plus et le consumérisme de masse. Bien que claironnant la phrase « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?», il s'empresse de prendre des mesures contraires à ces questionnements. Pourquoi d'ailleurs faire de tels efforts, étant donné que les autres ne les feront pas ? La Chine vient de passer un accord de 27 milliards de dollars avec la Russie pour exploiter le plus fabuleux gisement de gaz naturel du monde, découvert dans l'Arctique à Yamal, en Sibérie, et transporter ce gaz par brise-glace, projet rendu possible par le dégel de la route maritime du nord de la Russie, résultat direct du réchauffement climatique. Spirale infernale. Le réchauffement climatique permet aux grands décideurs d'extraire davantage d'énergie fossile qui amplifieront d'autant le réchauffement climatique. Il s'agit donc d'un processus exponentiel devant lequel nous sommes figés de stupeur et restons sans réaction. Quand on nous rappelle qu'un seul voyage en avion annule par son impact carbone les bénéfices d'1 an de tri des déchets, nous préférons penser à autre chose, renoncer à des vacances à Bali pour espérer dans 40 ans sur le niveau des mers et encore à condition que tout le monde fasse pareil. Nous nous rassurons en songeant que nous aurons toujours le temps de voir venir. Tout se passe comme si les êtres humains étaient incapables de tirer les conséquences de leurs propres observations pour décider d'actes concrets et collectifs portant sur le long terme. Pourquoi la pensée d'une catastrophe future ne nous conduit-elle pas à modifier nos comportements ? Je me fous du climat car de toute façon je serai bientôt mort. Réponse imaginée par les internautes à propos de Donald Trump, pour qui ce qui compte est ce qui se passe maintenant. Allez donc demander à un patron de compagnie pétrolière de cesser de forer le sous-sol en invoquant le futur de la planète dans 50 ans. Et si vous lui parlez de l'avenir de ses enfants, il vous répondra qu'eux seront à l'abri, car assez riches de la fortune amassée par leur père pour vivre dans des palaces climatisés. Et d'ailleurs, ils trouveront des solutions. Le plaisir et la facilité que nous pouvons nous offrir maintenant ont 100 fois plus de poids dans nos décisions que la considération d'un avenir lointain. Chaque jour, des millions de fumeurs, des millions d'obèses font le choix du plaisir immédiat au détriment de leur avenir lointain. Le cerveau fait son choix. Le présent est roi. Notre cerveau entrevoit l'avenir par bribes, mais il le perd de vue dès qu'une perspective immédiatement alléchante se présente. Le coupable de cette dévalorisation temporelle est à nouveau le striatum. Plus un avantage est éloigné dans le temps, moins il a de la valeur pour notre cerveau. Ceci a été démontré dans les années 50 par les travaux de Walter Mischel à Stanford, dans l'expérience du marshmallow. Connu. Si on explique à un enfant que s'il ne touche pas au marshmallow placé devant lui pendant 3 minutes, il en aura un deuxième, on le place dans un dilemme entre l'envie de le manger immédiatement et la perspective plus lointaine d'en avoir plus. C'est souvent le striatum qui gagne. Certains bambins craquent et d'autres résistent, c'est-à-dire que leur striatum s'incline devant la volonté du cortex qui est capable de bloquer les injonctions du striatum par des connexions nerveuses inhibitrices. Les tests ont été refaits sur des adultes en utilisant de l'argent plutôt que des marshmallows. Le taux de dévalorisation temporelle dépend de la somme d'argent ajoutée si on attend 1 an pour la toucher. Certaines personnes impulsives sont très sensibles à la récompense immédiate, mais aussi aux drogues, tabac
et alcool. Elles sont le plus souvent confrontées à des problèmes sociaux, professionnels ou légaux. D'autres, heureusement, résistent et sont promis à un plus grand succès professionnel et social. Pour le striatum, le futur ne compte pas, car la décharge de dopamine à l'annonce d'un plaisir dépend du délai d'octroi de ce plaisir. Plus le délai est long, plus la réponse par anticipation est faible. Il nous est donc difficile de trouver de l'intérêt à ce qui se situe dans le lointain. La hausse des taxes sur les carburants a soulevé une vague inédite de contestation, alors même que tout le monde est favorable à une transition écologique vers des énergies renouvelables. Fin du mois ou fin du monde ? On connaît maintenant la réponse du striatum. La dévalorisation temporelle activée en même temps dans des milliers de cerveaux a fait son œuvre. Entre un pouvoir d'achat abaissé maintenant pour préserver la planète dans 20 ans ou hypothéquer l'avenir lointain en conservant son pouvoir d'achat, nos cerveaux ont massivement donné la priorité au maintenant. Les études sur les comportements des animaux montrent qu'il y a bien un avantage en termes de survie à saisir toute occasion qui se présente immédiatement. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Les avantages du tout de suite nous ont aidés à survivre pendant des millions d'années, ont façonné durablement nos cerveaux. Les animaux possédant des striatums configurés pour préférer les récompenses immédiates ont réussi à se maintenir en vie et les autres ont été éliminés de la course de l'évolution. Nous avons tous hérité de ce moteur d'impulsivité et donc de cette cécité face au futur. Une importante nuance mérite d'être apportée à ce fait biologique concernant l'homme moderne. Sa capacité de prévision, développée depuis 100 000 ans, lui permet de consacrer du temps à faire des études pendant de longues années sans en retirer de profit matériel immédiat pour décrocher un diplôme qui lui assurera une existence confortable plusieurs années après. Ces capacités de prévision sont gérées par le cortex frontal qui a accès à des représentations de l'avenir. La question essentielle est donc de savoir qui, du striatum ou du cortex, a réellement la main sur nos choix ou nos décisions. Il est capable... Le cortex est le siège de la volonté et de la planification. Il est capable d'inhiber le striatum. Les personnes qui parviennent à inhiber le striatum grâce à leur cortex ont les meilleures chances de réussite dans la vie professionnelle et personnelle, ayant la possibilité de fixer des objectifs à long terme. Il existe probablement des différences génétiques entre les personnes capables de penser à l'avenir lointain et celles qui cèdent à l'attrait du tout de suite. L'éducation et l'environnement socio-culturel sont donc déterminants et je terminerai là-dessus. Le cortex frontal subit une longue maturation pendant l'enfance et l'adolescence. Et les neurones d'inhibition du striatum se renforcent si on les entraîne et s'étiolent si on ne les sollicite pas. Il faut habituer les enfants à servir un but lointain, en leur montrant qu'il augmente ainsi la palette de ses choix et sa liberté d'action. On a pu mesurer que ceux qui ont appris à se maîtriser ont un faisceau frontostriatal plus épais à l'IRM, comme si on l'avait musclé par l'éducation. Des cellules nerveuses qui communiquent entre elles de façon répétée ont tendance à raffermir leurs liens. Augmenter le temps d'attente pour une gratification, développer la capacité à maintenir présente à l'esprit une gratification et une grande quantité d'informations, se fixer un objectif à long terme, toutes ces méthodes ont été validées sur le plan éducatif. Éducation et apprentissage font de nous des êtres réfléchis et patient. Le striatum est toujours impatient. Lorsqu'on s'habitue à voir tout instantanément, on perd la fonction physiologique qui permet de renoncer à quelque chose maintenant au profit d'autre chose plus tard. Nous vivons dans un monde où tous les délais sont raccourcis au maximum. Nous sommes devenus terriblement impatients. Nous aimons toujours faire des projets, mais si c'est au prix de sacrifices réels dans l'instant, nous ne possédons plus la connexion physiologique pour le faire. Si on nous dit dans 40 ans, 30% des terres habitables seront submergées, nous trouvons cela moins gênant que de renoncer à nos vacances aux Seychelles. Et cette dépendance à l'instantanéité s'accroît hélas chez nos jeunes. Nous glissons vers un monde où tout va de plus en plus vite et la technologie suit. L'être humain est donc devenu
un danger mortel pour lui-même. Son programme neuronal profond continue aveuglément de poursuivre des buts qui étaient payants quand on errait nu dans la savane, mais qui ne sont plus du tout adaptés au temps réel. L'humain est devenu inadapté. Ces moyens techniques ont toujours été mis exclusivement au service des objectifs prioritaires dans son striatum. Ce nain, ivre de pouvoir, de sexe, de nourriture, de paresse et d'ego, s'est vu renforcé par l'activité et la fécondité de son immense cortex. La question posée est donc de savoir si l'humanité peut se définir d'autres buts que ceux de son striatum. Les tentatives pour échapper à l'influence du striatum ont à ce jour toutes échoué. Les philosophes, les courants religieux, les consignes morales, l'effort de la volonté dressée contre la tentation, les péchés capitaux ont tous lutté contre cette face sombre de l'être humain. Ce qui nous distingue des animaux, c'est notre cortex et malheureusement, les choses ont fait que ce cortex prend ses ordres du striatum. Le cortex propose, le striatum dispose. Alors jusqu'où la plasticité du striatum pourrait-elle être poussée ? Si une action est suivie d'un stimulant primaire, elle devient elle-même source de bien-être et se trouve donc renforcée. Le conditionnement du chien de Pavlov est réalisé par les neurones du striatum. Les bons points à l'école, donnés par la maîtresse, servent à donner envie aux élèves de faire bien les choses. Les enfants sont sensibles à la valorisation sociale, qui est un puissant stimulant primaire dans l'espèce humaine. Quand les parents approuvent solennellement le geste d'une petite fille qui vient de partager sa part de gâteau avec son voisin, son striatum commence à apprendre qu'il est doux de partager. L'apprentissage social est sans doute ce qui explique que les femmes soient plus enclines à partager. Elles ont été conditionnées dès leur naissance pour aimer cela. Si on peut modifier le striatum par l'éducation, c'est que l'on peut apprendre à valoriser d'autres comportements que la recherche de sexe, de nourriture ou de pouvoir. La générosité féminine n'est qu'un exemple, mais elle nous montre le poids de la valorisation sociale de certains comportements comme l'altruisme, la modération, le respect de l'environnement. Dès l'instant où le statut social sera associé au comportement respectueux de la planète, la partie sera gagnée. Le striatum sera devenu le moteur de la préservation et non de la destruction. Malheureusement, la différence entre un conditionnement et la configuration de base du striatum est que celle-ci remonte à la nuit des temps, alors que le conditionnement doit être sans cesse réactivé. Il y a cependant une piste possible, accorder un véritable avantage social et un prestige renforcé aux personnes respectueuses de l'environnement et des enjeux globaux, faire de ces personnes les nouveaux héros à la place des stars de télé-réalité. Un des électrochocs que va subir sous peu l'humanité est la mort d'une certaine conception de l'espoir. Les droits de l'homme nous ont appris l'autonomie et la liberté individuelle. Avec du talent et de la volonté, on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait. Comment accepter de vivre avec moins ? Comment faire accepter au striatum une baisse de stimulant primaire, autrement dit, une baisse de plaisir ? Au bout du compte, il lui faudra toujours une dose de plaisir. Comment fabriquer plus de plaisir avec moins de stimulation ? Comment générer plus de dopamine en mangeant moins de viande, en roulant avec une plus petite voiture, en utilisant un portable démodé et en n'ayant que de rares augmentations de salaire ? Seule notre conscience peut nous permettre de faire plus avec moins. Face aux enjeux climatiques, nous sommes comme une personne accro à la nourriture devant une tablette de chocolat, incapable de penser à notre avenir, entièrement accaparé par le présent. Nous perdons de vue le long terme et favorisons notre plaisir instantané. Il faut donc pouvoir s'immuniser contre les impulsions du striatum et seul le cortex peut le faire. Le monde que nous avons créé tend à produire l'inverse et la partie sera rude. Le paradoxe humain est que nous sommes dotés d'un cortex cérébral d'une très grande puissance de calcul que nous employons essentiellement à des fins utilitaires de performance et de technique. Le cortex nous a permis de trouver des solutions magiques pour améliorer nos conditions de vie matérielles. Nous excellons dans l'art de réaliser nos objectifs, pas dans celui de les établir. On a marché sur la Lune, mais était-ce bien utile ? Si notre génie technologique peut le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Si la technique nous le permet,
nous fabriquerons des utérus artificiels. Pourquoi faire? Haut niveau d'intelligence, mais faible niveau de conscience que nous ne cherchons pas encore à développer. La société et l'école promeuvent l'intelligence, mais insuffisamment la conscience. Amener notre niveau de conscience à un niveau comparable à celui de notre intelligence sera sans doute un enjeu de premier plan pour notre espèce. Continuer à promouvoir un système économique qui encourage nos grands stimulants primaires est sans doute la pire des choses à faire. Et c'est malheureusement ce que nous faisons depuis maintenant près d'un siècle, ce qui est en train de nous coûter notre planète. La génération future, que l'on dit plus consciente des enjeux écologiques, est aussi la plus impatiente et la plus dépendante des nouvelles technologies. Nous savons désormais où habite le diable, dans le tréfonds de nos mésencéphales. Et nous connaissons son aspect, strié. Le localiser ne dit pas que nous pourrons le vaincre, mais nous dit que le seul outil neurologique à la hauteur pour le vaincre sera notre cortex, mais c'est loin d'être gagné. Merci de votre attention. Le neurologue va me fonctionner. Merci infiniment à Israël Nizan pour cette magistrale leçon qui, à n'en pas douter, a été écrite par la main du cortex plus que par celle du striatum. Preuve, s'il en fallait, que l'Homo sapiens est probablement la seule espèce au monde à pouvoir avoir cette qualité de justement d'avoir la mainmise du cortex sur le striatum. Puisse cette idée avoir une petite lueur d'espoir et éviter la prise d'anxiolytiques ce soir, en espérant vous revoir très nombreux demain matin pour le début des nouvelles tables rondes. Et donc demain matin, c'est la médecine à la main de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et bonne soirée.